Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon pour cette dernière émission avant le deuxième tour des élections législatives. Mon invité du jour est Victor Prantz. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le candidat de la NUPES dans la 13e circonscription. On vous remercie d'avoir accepté notre invitation. On va reconnaître que vous n'étiez pas notre premier invité au sein de la NUPES. On avait invité Idirbo Mertit qui a refusé toute invitation médiatique, mais y compris chez les confrères. On avait invité aussi Abdelkader Lamar dans la 7e circonscription qui lui a annulé 3 fois sa venue cette semaine. C'est un record, je crois, pour l'émission. Vous, si vous avez accepté de venir, c'est parce que au sein de la NUPES, vous n'êtes peut-être pas le plus favori, vous n'avez rien à perdre, c'est pour ça que vous êtes venu aujourd'hui? Non, pas du tout. C'est pas du tout une question de favori ou quoi que ce soit. C'est simplement qu'il y a une invitation médiatique qui a été faite, donc je la prends bien volontiers. C'est surtout et notamment parce que la première partie de campagne n'a pas du tout été couverte, que ce soit globalement pour la 13e circonscription du Rhône, mais encore moins pour ma candidature. On m'annonçait perdant quoi qu'il arrive, on annonçait un duel obligatoire entre deux autres candidats. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, on est au second tour. Donc oui, c'est une opportunité aussi de faire connaître la 13e circonscription, faire connaître ses enjeux et parler un petit peu de ce qu'on peut proposer. Alors, on vous remercie effectivement d'être venu. Vous êtes jeune, vous avez 27 ans, vous êtes le représentant local du parti Révolution écologique pour le vivant, dont le président est Émeric Caron, donc un militant antispéciste. Une particularité, une incongruité au sein de la NUPES? Pas forcément une incongruité, il y a vraiment énormément de sensibilité dans la NUPES et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on est amené à discuter avec des personnes qui ne sont pas forcément d'accord sur tous les points que l'on souhaite. Par contre, on s'est tous mis d'accord sur un programme commun, on s'est tous mis d'accord sur un certain nombre de mesures et au contraire c'est extrêmement enrichissant parce qu'on discute avec des personnes qui ne pensent pas totalement comme nous, qui ne pensent pas aller aussi loin que nous sur certains sujets et à l'inverse, des personnes qui nous poussent à aller encore plus loin sur d'autres sujets. Donc non, c'est extrêmement enrichissant et surtout, on est catégorisé comme seulement antispéciste, on est surtout un parti d'écologie radicale. Et écologie radicale, pourquoi? Parce que pour nous, ce qu'on porte en notre cœur, c'est aussi qu'une écologie réussie, une bifurcation écologique réussie, c'est une écologie qui prend en compte la justice sociale. C'est quelque chose qui est important, fondateur pour nous. Donc on met au même niveau la justice sociale et la bifurcation écologique. C'est pour ça qu'on s'est retrouvé dans le programme commun de l'Union populaire au départ, puis maintenant la NUPES, puisque ça rentre totalement dans notre façon de penser. Et antispéciste, ça veut dire que si vous êtes élu député, vous essaierez de bannir la viande de nos assiettes? Pas du tout. Moi, alors, ça, c'est une conviction qui est tout à fait personnelle. La réalité des faits, c'est que moi, je me suis engagé sur un programme. Le programme, il est assez clair. Il est de réduire de 50% les protéines carnées dans nos assiettes. Ça, c'est véridique. La deuxième partie du programme, qui est aussi extrêmement importante, c'est mettre fin aux fermes-usines dès les premières années de notre venue et surtout mettre fin à l'élevage intensif au plus tard en 2027. L'élevage intensif, il broie les animaux, mais il broie aussi les éleveurs qui se retrouvent dans des situations inextricables, qui souffrent excellemment de cette situation. Nous, on est pour, au contraire, faire en sorte que ces éleveurs vivent mieux. Donc voilà, moi, il y a mes convictions personnelles et il y a surtout un programme sur lequel je me suis engagé. Alors, revenons à l'actualité de la semaine. Hier, Emmanuel Macron était à Kiev en compagnie du chancelier allemand, du Premier ministre italien, pour affirmer à l'Ukraine le soutien de la France, de l'Italie, de l'Allemagne à leur candidature au sein de l'Union européenne. Est-ce que c'est une démarche que vous voyez positivement ou est-ce que vous continuez à penser, comme l'avait dit Jean-Luc Mélenchon, qu'il faut que l'Ukraine reste neutre pour ne pas provoquer la Russie? Là-dessus, c'est un sujet très complexe. C'est un sujet très complexe et moi, ce qui me perturbe assez largement, c'est qu'il avait déjà fait la même technique lors des présidentielles. Il s'était mis à parler, notamment dans l'entre-deux tours, mais même avant, spécifiquement de l'Ukraine, pour se placer en chef d'État, en chef des armées, et faire passer tout le reste, la misère sociale qu'il y a dans ce pays, toute l'inaction climatique pour laquelle il a été condamné, pour quelque chose finalement qui n'était pas aussi essentiel. Et plus que ce déplacement en Ukraine, on l'a entendu cette semaine dire que nous allions rentrer dans une économie de guerre, que notre pays allait rentrer dans une économie de guerre pour obtenir la paix. Donc il faut bien entendre aussi, malgré ce déplacement, que la vision de notre président de la République pour la paix, c'est de remplir le carnet de commandes de l'industrie de l'armement. C'est pas ma vision de la paix, c'est pas comme ça que ça marche, c'est pas en s'armant toujours plus qu'on va atteindre la paix. C'est pas ce que j'ai dit, là c'est une situation très particulière. Ce que je dis, c'est qu'en général, le déplacement qu'a fait Emmanuel Macron, c'est pas seulement pour armer l'Ukraine, c'est pour nous réarmer nous. C'est pour continuer cet armement et continuer à augmenter les tensions qui existent en Ukraine. Donc, je suis favorable au non-alignement, c'est ce qu'on a dit, on l'a dit plusieurs fois, et je suis favorable surtout à ce qu'on fasse tout pour apaiser la situation en Ukraine. Donc il fallait refuser leur candidature au sein de l'Union européenne? Refuser, je ne suis pas spécialiste de cette question-là.
je ne vais pas pouvoir me positionner parfaitement. Je ne suis pas expert en géopolitique. Ce que je sais, c'est que cette candidature arrive à un moment qui est d'extrême tension et qui peut raviver encore plus la problématique qui est actuellement. Donc il faut le faire avec beaucoup, beaucoup d'attention et faire extrêmement, justement, attention à ne pas faire des choses trop Et vite. il ne faut pas réarmer la France. Non, je pense qu'il ne faut pas réarmer la France, ça c'est une certitude. On est déjà suffisamment armé d'ailleurs. Autre sujet de la semaine, on a beaucoup parlé de la TVA sociale. Alors c'est votre camp d'abord qui avait accusé Emmanuel Macron d'avoir un programme caché où il y aurait une fameuse TVA sociale. Comme juste après le premier tour, Jean-Luc Mélenchon avait dit qu'il y avait des trucs bizarres sur les votes. Vous avez une petite fibre conspirationniste là, entre les deux tours? C'est pas une fibre conspirationniste. En fait, notre vraie problématique aujourd'hui, c'est qu'on ne connaît toujours pas le programme d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron n'a toujours pas développé son programme. Il a enjambé la présidentielle, comme si de rien n'était, et je vous le disais, en spécifiant qu'il était le chef des armées et qu'il y avait d'autres choses plus importantes, et il refait la même chose aux législatives. Donc là, on se retrouve dans une situation où on ne connaît pas forcément son programme. La TVA Donc vous l'inventez à sa place, en fait. La TVA sociale, c'est quelque chose qu'il avait déjà discuté dans le passé, et surtout, il annonce encore une fois une volonté de réduire le déficit. Après le quoi qu'il en coûte, c'est finalement, ça va nous coûter beaucoup. Et le peu de mesures qu'on a vu passer, c'est le RSA travaillé, qui est en réalité un travail forcé payé au RSA, c'est la retraite à 65 ans, mais on n'a pas plus d'éléments. Et on connaît sa politique, on l'a vu pendant 5 ans. Sa politique, elle n'est pas pour les plus précaires, elle n'est pas pour les plus pauvres. Donc oui, évidemment, cette TVA sociale, c'est quelque chose de largement possible, c'est quelque chose qu'il pourrait mettre en place, on n'est pas naïf. Alors, revenons sur la 13e circonscription. Vous avez été qualifié avec 7 fois d'avance, je crois, face aux candidats du RN. Qu'est-ce que vous dites aux électeurs du RN qui vont être déterminants pour le second tour? Ce sont des fachos pas fâchés, des fâchés pas fachos, mais en tout cas, il faut qu'ils votent pour vous, c'est ça? Ce que je leur dis, et je le dis d'ailleurs pas forcément à eux, mais aussi aux autres électeurs qui ont voté pour des candidats qui ne se sont pas qualifiés, c'est que je pense que ce vote, comme le nôtre, révèle aussi en partie une immense colère sur le bilan d'Emmanuel Macron, une immense colère aussi sur le bilan de la députée sortante, Danielle Casarian, qui a placé son ancienne collaboratrice parlementaire, Sarah Tanzili. Donc c'est une vraie colère qui s'exprime, et moi, ce que j'essaye de dire aux électeurs du Rassemblement national et aux autres électeurs, pas spécifiquement à eux, je le dis aussi aux abstentionnistes, parce que les abstentionnistes, il y a énormément de personnes, on l'a vu encore cette semaine, on a continué les porte-à-porte, on a continué d'aller au contact, on a toujours des personnes qui nous disent « je suis dégoûté de cette situation, je suis dégoûté, je ne compte pas aller voter, j'en ai marre ». Moi, ce que je leur dis, c'est au contraire, cette colère, au lieu de la canaliser dans quelque chose de négatif, au lieu de la canaliser dans une sortie de la démocratie, canalisez-la dans un programme qui est positif, canalisez-la dans un programme qui porte de bonnes valeurs, qui porte la bifurcation écologique, qui porte la retraite à 60 ans, qui porte le SMIC à 1 500 €, qui porte la remise en place des services publics. Donc voilà ce que je leur dis, réfléchissez bien, voyez un programme positif, parce que le programme de Macron, vous savez ce que ça a été pendant 5 ans, et vous savez ce que ce sera encore pendant les 5 prochaines années. Dans les sujets qui ont touché la 13e circonscription à l'est de l'agglomération, il y a le sujet de la rocade qui est encombrée, la 46. Il y a un projet, on parle régulièrement d'un projet de tripler la voirie. Vous y êtes opposé, d'ailleurs, comme votre opposante macroniste Sarah Tanzili. Mais elle propose à l'inverse un grand contournement qui serait le prolongement de la 42, qui irait si vous avez les cartes en tête, de l'aéroport de Saint-Exupéry jusqu'à Vienne. Vous y êtes opposé aussi. Je suis opposé aux deux solutions. Alors, c'est vrai que la position de Sarah Tanzili est assez symptomatique. Donc, l'État pousse pour cet élargissement. Dans le même temps, l'État pousse aussi pour que des plateformes de logistique comme Amazon s'installent. On le sait, les plateformes comme Amazon détruisent des emplois, proposent des emplois précaires en remplacement, et très peu d'emplois sont extrêmement pollueurs. Donc, ils continuent cette politique tout camion. Ils continuent à vouloir rajouter des camions dans un secteur de l'Est lyonnais qui est déjà saturé. Et dans le même temps, il dit maintenant, il va falloir élargir les routes. Ce qu'on sait, c'est que partout en France, dès qu'on élargit les routes, dès qu'on fait un grand contournement, ça ne résout aucun problème, ça amène encore plus de circulation. Et la position de Sarah Tanzili, elle est assez claire, c'est de dire on reporte sur la 432. Quand on regarde les bilans de la concertation, on se rend compte que si on crée la 432, en plus de détruire énormément de terres agricoles, on aurait seulement un déplacement des mobilités, en tout cas des mobilités de la 46, de 6%. Donc ça ne résoudrait rien. Sa position, elle est assez claire. Comme vous l'avez dit, je vous propose à tout le monde d'ouvrir une carte. Regardez le nombre d'habitants qui longent la 46 et le nombre d'habitants qui sont autour de la 432. Le message, il est clair. Il y a moins d'habitants sur la 432. Donc ça sera moins problématique, il y aura moins de contestations. Donc je le reporte. Ce n'est pas forcément mes électeurs en plus. Donc c'est super. Ça va faire moins de contestations, je ne vais pas perdre mon électorat. C'est ça sa pensée. Et la réalité, c'est que l'État est pour la 46. Donc
quoi qu'elle en dise, elle sera pour la 46 si jamais elle est élue, et je suis persuadé qu'elle ne le sera pas. Mais vous pensez qu'il ne faut pas de nouvelles routes? Moi, je pense qu'il ne faut pas de nouvelles routes, peu importe les endroits en France. Ce qu'il faut, c'est s'attaquer à cette problématique de congestion. La situation, elle est qu'il n'y a pas de solution magique aujourd'hui, tout simplement parce qu'il y a eu une inaction pendant des années des précédents gouvernements. Aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où, au contraire, il faut mettre des transports collectifs, notamment pour les voyages au jour le jour. Donc, il faut rajouter des transports collectifs, faire en sorte qu'ils soient le plus accessibles possible. Dans le même temps, il faut aussi remettre, donc plutôt que cette politique tout camion, remettre sur du fret, remettre sur du fluvial. Et ça, ce n'est pas des choses qui vont se faire du jour au lendemain, ce n'est pas des choses qui se font en 5 minutes. Donc évidemment, il va falloir aussi travailler pour essayer de trouver des solutions d'accommodement le temps que ça se fasse. Mais c'est complètement démagogique de dire on va vous sauver en mettant sur la 432 qui va prendre là aussi énormément de temps. Une route, ça ne se construit pas en 2 semaines et ça va poser les mêmes problématiques, sauf qu'à la fin, il n'y aura même pas de solution et ça n'aura rien apporté. Ce qu'on entend aussi, c'est que tout le monde dit que la 13e circonscription, l'Est lyonnais et le secteur de développement de l'agglomération lyonnaise, vous souhaitez un moratoire sur l'implantation de nouvelles grandes entreprises. Vous souhaitez limiter ce développement de l'Est lyonnais. C'est ça. Alors, limiter, encore une fois, il faut faire attention aux mots, c'est très important. Limiter l'étalement urbain non réfléchi. En l'occurrence, on est pour, en effet, empêcher que des grandes plateformes de logistique s'installent et continuent cette politique tout camion. L'étalement urbain, il est extrêmement important à l'Est lyonnais, on le sait, donc le développement économique, vous l'avez dit, il est important et ça pose forcément de nombreux problèmes écologiques et sociaux. On se retrouve dans une situation où à la fois il y a une forte demande de logement social et dans le même temps on voit les terres non urbanisées diminuer à vitesse grand V. Donc là il va falloir réfléchir ensemble, s'organiser pour construire davantage sur les friches industrielles qui peuvent exister, s'organiser aussi pour densifier davantage nos logements. Alors évidemment, je ne parle pas de tours de 8 étages, je parle de bâtiments de 3 à 4 étages maximum, avec un accès proche au commerce, un accès proche au lieu de travail et un accès proche aussi à la nature en ville. Donc ça, c'est quelque chose qui va devoir être concerté. Ce n'est pas seulement l'État qui va décider de ça, c'est aussi la métropole, les villes. Donc ça va être un grand chantier, mais ça fait partie aussi de la planification écologique qu'on promeut. Allez, dernier sujet, dans la 13e circonscription, il y a aussi l'OL et son grand stade. On apprend ces jours-ci que Jean-Michel Aulas pourrait passer la main, que l'OL passerait sous pavillon américain. C'est une actualité qui vous indiffère, qui vous inquiète? C'est pas une actualité qui m'indiffère, mais c'est vrai que la question du sport et du foot notamment, qui est devenu un sport business totalement, on le voit, c'est globalement racheté par de grands fonds américains ou autres d'ailleurs, hein, de grands fonds financiers, ça me pose vraiment la question, la place qu'on donne au sport aujourd'hui dans notre société. Il y a une certaine époque où le sport était vraiment quelque chose de populaire, quelque chose qui était fait à la fois dans les écoles puis dans les usines. Aujourd'hui, ce tout business, je le trouve inquiétant. Pour moi, ce n'est pas quelque chose vers lequel on doit tendre. C'est au contraire un reflet de notre société libérale et capitaliste, mais un reflet très puissant. Victor Prante, je vous remercie. Moi, je vous rappelle que dimanche, c'est le 2e tour des élections législatives. Vous choisissez vos députés pour les 5 prochaines années. Et moi, je vous retrouverai lundi pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon. Merci.